Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans les révisions sous forme des questions-réponses. On va voir la partie 7 sur la néoglucogénèse. Question 61. La néoglucogénèse est une voie anabolique qui permet la synthèse du glucose à partir des précurseurs glucidiques. Vrai ou faux? Donc c'est faux. Les précurseurs sont non glucidiques. Question 62. Citer la localisation tissulaire et cellulaire de la néoglucogénèse. Alors, cette voie, elle se déroule au niveau du foie à 90% et au niveau du cortex rénal, c'est à moindre degré, c'est à peu près 10%. Au niveau cellulaire, la néoglucogénèse, on la trouve dans la mitochondrie. Il y a une phase mitochondrielle, phase cytosolique, et aussi au niveau du réticulum endoplasmique. Question 63. Citer les précurseurs de la néoglucogénèse. Donc, quels sont les précurseurs non glucidiques? C'est lactate pyruvate, alanine, glycérol, les aminoacides glucoformateurs et les intermédiaires de cycle de Krebs, le cycle de l'acide citrique. Question 64. La pyruvate carboxylase est localisée dans le cytosol et la phosphoïnolpyruvate carboxykinase est localisée dans la mitochondrie. Vrai ou faux? Donc c'est faux. On oublie que la pyruvate carboxylase, c'est la première enzyme qui catalyse la réaction de carboxylation du pyruvate en oxaloacétate, et cette enzyme, elle se trouve dans la mitochondrie. Par contre, la phosphoïnolpyruvate carboxykinase, c'est l'enzyme qui catalyse la deuxième réaction et qui permet de transformer l'oxaloacétate en PUP, c'est le phosphoïnolpyruvate, et cette enzyme, elle se trouve dans le cytosol. Donc là, c'est le contraire. Question 65. Sous quelle forme l'oxaloacétate est transporté vers le cytosol? Alors, si vous vous souvenez bien, on a dit que la membrane intermitochondriale, elle est imperméable à l'oxaloacétate. Donc, cette molécule, elle doit se transformer soit en malate, aspartate, citrate pour être exportée vers le cytosol. Citer les enzymes qui transforment l'oxaloacétate en malate et en aspartate. Alors, l'enzyme qui transforme l'oxaloacétate en malate, c'est le malate déshydrogénase, et l'oxaloacétate en aspartate, c'est l'aspartate aminotransférase ou l'ASAT. Laquelle de ces enzymes qui est spécifique de la néoglucogénèse? On a trois propositions. La pyruvate carboxylase, malate déshydrogénase et PUP carboxykinase. Alors, bien évidemment, c'est la dernière enzyme. On oublie que l'enzyme, elle est cytosolique et elle est spécifique de la néoglucogénèse. Alors, le glucose 6-phosphatase est une enzyme cytosolique. Vrai ou faux? Donc, c'est faux. Si vous vous souvenez bien, on a la dernière réaction catalysée par le glucose 6-phosphatase. On a l'enzyme, donc elle permet d'arracher le phosphate qui est fixé sur le carbone 6 du glucose pour produire le glucose. L'enzyme, elle est située au niveau de la membrane de réticulum endoplasmique. Alors, pour avoir cette réaction d'hydrolyse, le glucose 6-phosphate, il doit rentrer dans le réticulum endoplasmique pour subir la réaction et produire le glucose. Par la suite, le glucose, la lumière du réticulum endoplasmique, et par la suite, il est exporté vers le cytosol. Combien de molécules d'ATP consomme la néoglucogénèse? Donc c'est 6 ATP. Donc généralement c'est 4 ATP plus 2 molécules de GTP. Donc GTP c'est ATP. La dernière question, expliquez brièvement le cycle de Cori et le cycle de Fehling. Alors, le cycle de Cori, c'est au niveau musculaire et en période d'activité intense, généralement dans les conditions d'anaérobiose, c'est-à-dire absence d'oxygène, le muscle, il utilise le glucose comme source d'énergie pour produire de l'ATP, et bien sûr, il va le dégrader par la voie catabolique, c'est la glycolyse, pour produire deux molécules de pyruvate. Alors,
pour la poursuite de la glycolyse, on doit régénérer le NAD+. Le NAD+, il est régénéré par la conversion du pyruvate en lactate sous l'action de lactate déshydrogénase. Une fois le lactate il est formé dans le muscle, il quitte le muscle et rejoint le foie. Par la suite, il est converti en pyruvate pour rejoindre la néoglucogénase qui va subir les réactions inverses de la glycolyse pour produire à la fin le glucose. Alors, le glucose, il est ultérieurement remis à la disposition du muscle et par la suite, il va l'utiliser pour produire de l'énergie, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle le cycle de Cori. À l'inverse, le cycle de Fehling, donc toujours le muscle dans les conditions d'anaérobiose et en pleine d'activité intense, il utilise le glucose, il va le dégrader par la glycolyse pour donner le pyruvate. Mais cette fois-ci, aussi le muscle utilise les protéines, il va les dégrader et produire de l'ammoniac. L'ammoniac plus le pyruvate par la réaction de transamination catalysée par l'alanine aminotransférase, il va produire le alanine. Cet acide aminé va quitter le muscle et rejoindre le foie pour subir la réaction de transamination inverse pour donner le pyruvate. Le pyruvate, il rejoint par la suite la néoglucogénase pour donner le glucose. Le glucose, il est remis ultérieurement à la disposition du muscle et ainsi de suite. Ce qu'on appelle le cycle de Fehling. Alors la différence entre les deux cycles, c'est que le cycle de Cori, c'est la synthèse du glucose à partir de lactate, mais le Fehling à partir de alanine, acide aminé. Et merci pour votre attention.